bonsoir à tous. À la une de ce journal, après une année de crise sociopolitique et difficultés économiques, les perspectives sont loin d'être rassurantes en 2021, malgré l'annonce de l'inauguration des 38 premiers kilomètres de l'autoroute Edé-Akribi prévue en octobre prochain, la multiplication des projets structurants inachevés et les incongruités dans la stratégie nationale de développement sont loin de rassurer des experts qui estiment que cela pourrait hypothéquer la relance de la croissance. Quelles sont les orientations présidentielles? Que valent-elles selon l'analyse des experts en économie et des politiques? Vous les écouterez au cœur de ce journal. La pression américaine monte sur le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes. Une nouvelle résolution adoptée par le Sénat américain exigeant le cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone et demandant à l'administration américaine de mettre sur pied des sanctions ciblées à l'encontre des ministres du gouvernement camerounais et des leaders des groupes armés séparatistes reconnus coupables des exactions sur le théâtre de la crise anglophone. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, cette grogne à l'université de Yaoundé 2 à Soa, des agents de sécurité dénonçant de mauvaises conditions de travail, s'insurgeant contre des licenciements qu'ils jugent abusifs. Ils ont organisé un sitting ce lundi au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa. D'autres précisions avec Ike Cyril et Emmanuel Diop. Début d'année 2021, sur fond de grève à l'université de Yaoundé 2 à Soa, des agents de la police universitaire ont investi l'entrée principale du campus afin de crier leur mal-être. Nous pleurons, nous souffrons. Regardez le nombre de familles qui sont en... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas qui va encore payer l'école à mes enfants. Je souffre, je souffre. Au dit des grévistes, la situation est calamiteuse. Les pensions à la CNPS ne sont pas reversées, alors même que les conditions de travail sont des plus difficiles. Depuis 2018, quand on m'a recruté à l'université, je n'ai jamais eu une pension de la CNPS. Mais on me coupe l'argent tous les mois. Les primes et consorts, on ne reçoit pas. Même les tenues que vous voyez que l'on porte là, c'est nous-mêmes qui achetons nos tenues. La dernière fois qu'on a acheté les tenues, c'était en 2018 quand on crée. Ça fait 2 ans aujourd'hui, même la tenue, on ne nous donne rien. On dort dans le froid, nous sommes là chaque jour que j'ai créé. Les agents de sécurité de l'université de Yaoundé 2 disent avoir porté leur doléance auprès du recteur, du PCA de l'université, du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, du Premier ministre et même du secrétaire général de la présidente de la République. Mais rien n'y a fait. Selon eux, les carottes ont été définitivement cuites lorsqu'un nouveau recrutement a été effectué, mettant hors jeu de facto les anciens agents de la police universitaire. On nous a demandé de refaire les dossiers. Quand on refait les dossiers, on se rend compte qu'à la suite de la liste qui a été déposée, on a révoqué 116 éléments. C'est pourquoi nous sommes donc venus demander au recteur que mais pourquoi vous ne voulez pas reconduire notre contrat et prendre les nouveaux alors que nous sommes des anciens, normalement qu'on pouvait peut-être essayer d'arranger la situation progressivement. Près de 116 éléments de la campus police sont aux abois. Assis à même le sol, les mains sur la tête, ils attendent l'arrivée du recteur de l'université de Yaoundé 2. Depuis le matin, on attend le recteur n'est pas là. Donc c'est pourquoi nous sommes là assis, dans la colère, dans le désarroi, et on essaie à quel sens se vouer. Que le recteur regarde notre statut, qu'il nous intègre ou bien il nous paye nos indemnisations, on se sépare. Faute de recevoir la prime de bonne séparation, les grévistes comptent poursuivre le sitting. Tant que la situation n'est pas résolue, on va faire un sitting ici jusqu'à ce que ça soit résolu. Donc c'est un peu ça. On va s'asseoir ici jusqu'à qu'il pleuve, qu'il neige. On va s'asseoir ici. Nos tentatives de rencontrer les responsables de l'université de Yaoundé 2 sont restées vaines. Ce lundi était jour de repos pour le personnel administratif, nous a-t-on fait savoir.
Parlons de la rentrée du deuxième trimestre post-Covid-19. Les mesures barrières sont-elles encore respectées dans les établissements scolaires publics? Dans la ville de Douala, nos reporters s'y sont rendus, Farel Bounia et Kediara. Reportage. Après des congés du premier trimestre, riches en couleurs et en festivités, les enfants ont repris très tôt ce matin le chemin des classes pour aborder le deuxième trimestre, défini comme l'un des plus rigoureux. Au lycée d'Aquanor, à Bonamoussadi, la routine imposée par la pandémie à coronavirus est toujours d'actualité. Port du cache-nez obligatoire, utilisation du thermoflash pour la température et enfin l'incontournable gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains. Pour ce qui est de la protection des enfants au sein de l'établissement, la proviseure explique. Nous continuons à faire en sorte que chaque bâtiment ait des seaux robinets qui peuvent servir, n'est-ce pas, pour le lavage des mains. Les points d'eau sont également là pour les élèves, pour qu'ils puissent se laver les mains de manière régulière. Et à cela, nous contrôlons, n'est-ce pas, le port du masque dès la prise en main le matin à 6h45 au niveau du portail. Dans les salles de classe, il n'est pas toujours évident de contrôler le port du masque chez les enfants qui l'enlèvent de temps à autre pour prendre de l'air frais. Mais pour ce qui est du reste de mesures, les encadreurs veillent scrupuleusement à leur respect. Ici, au niveau du secteur, on met les seaux pour laver les mains et de temps en temps, on est derrière eux pour les rappeler ce qu'ils doivent faire. Déjà en classe, comme vous voyez, ils sont déjà distants les uns des autres. Mais chaque fois, comme sont les enfants, et ici particulièrement sont les enfants de 6e, il faut être derrière chaque fois pour les rappeler, laver les mains, utiliser les gels, respecter la distanciation. Les enfants, après les congés, il faut toujours tout recommencer. Donc il faut être là derrière eux pour donner les conseils et les sensibiliser. Donc nous procédons constamment à la sensibilisation pour qu'ils prennent conscience. Au-delà du respect des mesures barrières, le premier jour de classe a marqué le début effectif des cours au lycée d'Aquanor. Dans cette salle de 3e espagnol, les enfants en pleine forme taquinent leur enseignante d'espagnol. Une bonne humeur dans laquelle le cours se termine et le suivant commence. Ce lundi étant jour de rentrée, les enseignants de l'établissement seront en réunion mercredi prochain avec leur proviseur afin de définir les priorités propres à ce trimestre. Au cours des assemblées générales de début de trimestre, nous faisons généralement le bilan du trimestre précédent et nous donnons des recommandations aux collaborateurs et aux enseignants pour que chacun puisse, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il achève ses programmes. De quoi permettre aux élèves en salle intermédiaire d'acquérir toutes leurs notions et aux enfants en salle d'examen d'obtenir le diplôme à la fin d'année. Et ce bilan du premier trimestre de l'année scolaire en 2020-2021 est inquiétant. Selon des enseignants rencontrés à Bouda, dans la région de l'Ouest, il y a des faibles performances scolaires observées chez des élèves durant le premier trimestre. Faibles performances liées aux difficultés d'adaptation au système du mi-temps scolaire dans plusieurs lycées à Bouda, dans le département des Bamboutos. C'est le constat que font Raphaël Tcheko et Nadine Yambou dans ce reportage. Au premier jour de rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre au Cameroun, des élèves du lycée technique de Bouda, tout comme au lycée bilingue, ont eu de la peine à s'adapter au système de mi-temps durant le premier trimestre. Plusieurs d'entre eux n'arrivaient pas à suivre les cours à cause de la chaleur et de la fatigue. Sorti à 12 heures dans le soleil et tout, ça gênait un peu. Et quand tu vas apprendre à l'heure là, ça n'entre pas vraiment. Et quand le professeur explique le cours,
Donc c'est comme si on ne comprend pas vraiment comment ça se passe. Le système de mi-temps n'a pas été du tout facile puisque malgré le soleil aussi et quelques petits dérangements, c'était pas facile. Les mêmes difficultés qu'ont éprouvées les élèves ont également été vécues chez les enseignants et les chefs d'établissement scolaire. Le système de mi-temps a eu un impact négatif sur le taux de réussite, la couverture des programmes scolaires et même l'atteinte des objectifs. Le phénomène de mi-temps au premier trimestre ne nous a pas porté satisfaction parce que le taux de réussite était moins de 50%. À l'analyse des résultats du premier trimestre, nous avons constaté que ce système de mi-temps a joué véritablement à la défaveur des résultats. La Covid-19 nous a soumis à un système difficile de mi-temps. Ça nous a complètement arrêté les progressions scolaires. Dans la progression des programmes, nous avons fini le premier trimestre avec certaines classes qui n'avaient même pas atteint 35% de couverture. Pour faire face à tous ces manquements, les chefs d'établissement scolaire envisagent de réajuster le programme des cours des élèves des classes d'examen dans l'espoir de combler le gap. Tout ce que nous pouvons faire au deuxième trimestre, déjà les troisièmes sont alignés en journée continue, je crois que ça doit aller aussi. Mais déjà au premier trimestre, nous nous sommes battus pour que les classes d'examen, notamment les classes de première, de terminale, de form 5 et de haut basique, qui fréquentent à partir d'un certain moment en journée continue. Trimestre le plus déterminant de l'année scolaire, les enseignants appellent les élèves à plus d'ardeur au travail malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus. Dans le reste de l'actualité, les 38 premiers kilomètres de l'autoroute Edea-Kribi-Lolabé seront ouverts à la circulation en octobre 2020. C'est une annonce du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, s'exprimait ainsi lors de la signature du contrat de partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et l'entreprise chinoise chargée de la construction, l'exploitation et la maintenance de cette autoroute, une infrastructure ayant un triple impact socio-économique, non loin du port en eau profonde de Kribi. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est un rêve qui devient réalité, celui de circuler pour la première fois au Cameroun sur une autoroute. Plus que quelques mois et les 38 premiers kilomètres de la première phase de l'autoroute Edea-Kribi-Lolabé seront ouverts officiellement à la circulation. Le gros du travail a déjà été fait et il ne reste plus que quelques finitions. Je peux vous dire que les travaux de construction sont achevés. Mais une autoroute, ce n'est pas seulement une chaussée, ce sont les équipements de fonctionnalité, ce sont les équipements d'exploitation. Vous êtes là sur un site de péage. Il est plus grand qu'un terrain de football, vous le voyez. Alors, sur ce site seront aménagés des équipements d'exploitation, je l'ai dit, et de fonctionnalité pour que notre autoroute, notre première autoroute, soit mise en circulation dès le mois d'octobre prochain. Au plus tard, nous allons y veiller. Sur le site des travaux à Kribi, le gouvernement et son partenaire privé, la China Harbour Engineering Company, signent un contrat de partenariat public-privé. Il est relatif au financement, à la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la section autoroutière Kribi-Lolabé, longue de 38,5 km, ainsi que les 4,9 km des voies de rétablissement. Le partenaire privé apporte ses ressources propres qu'il recycle dans ses travaux, exploite l'infrastructure, se fait rémunérer sous forme de loyer par le gouvernement et les recettes générées par l'exploitation de cette route vont nous aider à payer une bonne partie de l'endettement souscrit pour sa construction. L'ouvrage de 2 x 2 voies, extensible à 3 voies, est exécuté à 90%. Il vise à améliorer la compétitivité et l'attractivité du port autonome de Kribi, tout en allégeant le trafic dans la cité balnéaire, sans oublier l'amélioration des conditions de vie des populations. Bon à savoir, le projet autoroutier Edea-Kribi-Lolabé porte sur un linéaire de 130 km. La première phase étant quasiment achevée, le processus de préqualification des entreprises est en cours pour l'exécution de la deuxième phase qui portera sur la section Edea-Kribi, longue de 92 km.
Sur cette plateforme située au village Ndoumalais sortira bientôt des terres un poste de péage à la dimension de ce que le gouvernement entend désormais faire. En attendant que ce projet prenne définitivement corps, l'autoroute Kribi-Lolabé est déjà bien visible. Certes, c'est encore la phase 1 de ce projet. Certes encore, il y a quelques soucis d'indemnisation qu'il faudra régler, mais les populations sont déjà heureuses de voir ce projet se concrétiser. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Il faudrait le préciser, les premiers 38 km de l'autoroute seront ouverts à la circulation d'ici octobre 2021. Cependant, il y a un épineux problème d'indemnisation qui se pose. Les populations n'ont pas manqué d'exprimer des grincements de dents durant la signature de ce contrat de partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et une entreprise chinoise chargée de la construction, la conception et l'exploitation de l'autoroute. Depuis de nombreuses années que le projet autoroutier a été annoncé et même les populations déguerpillent, les indemnisations n'ont pas vraiment suivi. Elles ont exprimé leur ras-le-bol dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Si les populations riveraines de l'autoroute et les opérateurs économiques de Kribi nagent déjà dans un océan de bonheur, il n'y a que quelques pincements au cœur viennent diluer cet enthousiasme. Ils sont liés au retard qu'accuse le paiement des indemnisations. Nous sommes fiers de cette installation, de cet ouvrage que nous sommes appelés à accompagner par rapport à la volonté du chef de l'État. Mais il faut qu'on tienne compte de la vie de nos populations. Et puis les infrastructures qui accompagnent cette autoroute, nous avons les dessertes qui ne sont pas entretenues. Depuis le début, nous avons ces problèmes, mais le problème d'indemnisation reste vraiment de tout cœur. On a eu une indemnisation partielle à ceux qui sont de la Kribi 1er et Kribi 2e. Mais toute la Lokunje et le reste n'ont pas été pris en compte jusqu'ici. Il y a les enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis un certain temps parce que les parents attendent cela. On a également le problème des dossiers, des titres fonciers qui sont bloqués, qui ne sont pas revenus à ces populations. Nous ne voulons pas toujours crier ou barrer la route pour être entendus au plus haut niveau. Le gouvernement est conscient de ce manquement et annonce pour bientôt le bout du tunnel tant attendu. Qu'est-ce qui est à l'origine du retard? Ce sont les difficultés de trésorerie que nous connaissons. Certains de nos partenaires sur ces travaux sont partis parce qu'on a eu quelques retards. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la Covid-19, vous êtes sans ignorer qu'il y a la mévente de notre pétrole, vous êtes sans ignorer qu'il y a la crise économique et financière à travers le monde. Mais quoi qu'il en soit, le Cameroun tient, par sa résilience, à réaliser ces vraies infrastructures. J'ai félicité ces riverains qui ont fait œuvre de patience. Dès le mois de janvier prochain, avec la rentrée des ressources, ils seront payés, surtout qu'ils sont tous connus et les documents juridiques sont prêts. Des assurances du ministre des Travaux publics qui apaisent le cœur en attendant leur concrétisation. Il faut préciser que ce projet intègre également la construction de 18 points d'eau et des passerelles piétonnes au profit des populations riveraines. Toujours dans ce chapitre, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de cette autoroute aidée à Kribi-Lolabé s'exécute à travers un mécanisme innovant. Selon le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé présente les contours financiers de ce projet structurant. Je vous invite à l'écouter. La première convention qui a été signée, je crois, dans les années 2012, était un mode de financement, j'ai presque envie de dire classique. C'est-à-dire que nous avons un projet qui a un coût et nous allons vers les bailleurs de fonds. Nous en avons trouvé un, la China Exim Bank, qui nous a prêté 85% du montant. Et 85% du montant signifiait qu'il y avait 15% restant. C'est ce qu'on appelle généralement les fonds de contrepartie. Et ces fonds de contrepartie sont à la charge de l'État. Bon, il se fait seulement que depuis le temps, comme vous le savez, nous avons eu une série de crises. La crise de 2014-2015 que vous connaissez, qui a conduit les chefs d'État d'Afrique centrale à proposer qu'on aille tous vers le FMI. Et puis cette crise actuelle que nous avons. Bon, bref, toutes ces crises ont eu des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est que l'État s'est retrouvé dans des difficultés particulières pour honorer tous ses engagements. Ça veut donc dire qu'il y avait 15% qu'il fallait trouver. Et c'est là que des négociations ont été faites avec China Harbour, c'est-à-dire l'entreprise qui construit le port et qui construit l'autoroute. Les négociations ont conduit à mener China Harbour à préfinancer les 15%, qui sont la part de l'État. Il était donc question qu'on voit comment les 15% qui ont été
mis sur la table par China Harbour pouvait être transformé en quelque chose. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un mode de financement de partenariat public-privé. C'est-à-dire que 15% China Harbour les met sur la table et c'est là que le chef de l'État a accepté que China Harbour devienne donc l'exploitant dans le contrat de partenariat. Maintenant, ça va donc l'amener à créer une société de projet qui va assurer la maintenance, l'exploitation de l'autoroute, c'est-à-dire avec des péages, etc., sachant que par cette participation, China Harbour peut rentrer dans ces fonds. Les Camerounais attendent depuis de nombreuses années la construction de ces autoroutes. Des politiques et économistes observent qu'il y a une multiplication des projets structurants inachevés. À cela s'ajoutent les incongruités de la stratégie nationale de développement présentée par le gouvernement pour la prochaine décennie. Les orientations présidentielles suffisent-elles à voir le cap de l'émergence économique? Rien n'est moins sûr. Économistes et politiques critiquent la stratégie gouvernementale visant à relancer la croissance économique au Cameroun. Il s'exprime dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Du taux de croissance de 8% en 2021, annoncé par Paul Biya le 31 décembre dernier, suscite le doute chez des spécialistes des questions économiques. Il n'a même pas pris la peine de nous indiquer par quel type de politique économique ces 8%-là pourront être atteints. Nous sommes partis il y a 20 ans du DSRP. Ensuite, nous sommes passés au DCE, où on a promis ramener la pauvreté à 20%. À l'arrivée, la croissance n'est pas là, l'emploi n'est pas au rendez-vous. Avec une kyrielle de chantiers au délai dépassé et non achevé au Cameroun, les économistes voient plutôt un manque de volonté du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Depuis qu'on a commencé à injecter l'argent dans ces infrastructures, aucune de ces infrastructures n'a achevé. Oui. On est perdu dans la jungle des pourcentages. Oui. Quand un ministre fait une descente sur le terrain, on revient en disant oui, c'est à 80%. On ne dit pas que c'est à 80% de réalisation, mais à 100% de consommation du budget. Par contre, il y a qui pensent que le changement attendu ne peut être réalisé que si le secteur public et privé se mettent ensemble et avec des personnes engagées. Le secteur public doit jouer son rôle, ainsi que le secteur privé. Les deux vont de pair. Il faut urgemment transformer l'appareil de l'exécution étatique en un bataillon d'intervention rapide économique. Nous pouvons croire que les choses vont changer. Le Cameroun, qui croupit sous le poids des fléaux, ne peut voir son économie prospérer et surtout atteindre les 8% que si la santé et la paix sont au rendez-vous. Pour qu'une économie soit prospère, il faut qu'il y ait une santé, il faut qu'il y ait la paix. Le niveau de corruption ne fait qu'augmenter. Le train de vie de l'État est très élevé. Lorsqu'on regarde tous ces paramètres-là, on comprend clairement qu'y compris les guerres qui sévissent dans notre pays, la crise anglophone, le chiffre de 8% de croissance qui a été annoncé par Paul Biya ne pourra pas être atteint. De ce fait, les promesses ne peuvent séduire que ceux qui y croient, ajoute le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié. Pour le Social Democratic Front, le régime de Yaoundé excelle dans des promesses pour davantage annihiler le peuple. On dit Lompanga, on dit Meking, on dit Mevele. Aucun d'entre eux n'est fonctionnel. Des années après la date qui avait été prévue pour leur réalisation. Où le RDP se souhaite que les Camerounais soient dans la misère perpétuelle pour pouvoir les contrôler. Au regard de toutes ces réactions des experts et celles des acteurs politiques, l'on comprend que l'annonce du taux de 8% de croissance mérite plus d'explications dans la stratégie devant être mise en place. C'est la prolongation pour les élections régionales. Le collège des électeurs de la circonscription électorale de la Menoix est convoqué le dimanche 4 avril 2021 afin de procéder à l'élection des représentants du commandement traditionnel selon un décret du président de la République du Cameroun. Il fait savoir dans ce décret que les bureaux de vote seront ouverts à 8 h et fermés à 18 h. Objectif, élire les représentants du commandement traditionnel dans le département de la Menoix afin qu'ils puissent intégrer le conseil régional de l'Ouest. Le chef de l'État du Cameroun, qui ne sera pas présent à la traditionnelle cérémonie des vœux du corps diplomatique et des corps constitués au chef de l'État et à son épouse. Selon le cabinet civil, ces cérémonies sont reprogrammées à une date ultérieure en raison de la persistance de la pandémie du Covid-19.
Évoquons à présent cette présence du ministre de la Défense à Tibati, dans la région de l'Adamawa, aux côtés des soldats camerounais durant le réveillon de Nouvel An, afin de les encourager dans leur lutte pour la préservation et la défense de l'intégrité du territoire camerounais. Occasion pour lui de primer les soldats qui ont reçu des avancements en grade à la suite de nombreux décrets présidentiels. Des précisions avec Joël Essengue et Gizogo. La tradition du réveillon de fin d'année entre le ministre de la Défense et les soldats de l'armée camerounaise s'est déportée en 2020 à Tibati, dans la région de l'Adamawa. Tout a commencé le 31 décembre avec l'arrivée de Joseph Betty à Somon dans cette localité, ce qui a provoqué la joie démonstrative des jeunes de cette ville qui voyaient pour la première fois 2 hélicoptères y atterrir. Après les honneurs militaires rendus au ministre de la Défense, la salle des fêtes du 33e bataillon d'infanterie motorisée a accueilli Joseph Betty à Somon et ses hôtes. Le rituel du discours du chef de l'État observé, place a été faite aux festivités avec beaucoup d'ambiance et d'agape au programme. Le lendemain, le 1er janvier 2021, le temps des récompenses avait sonné avec les promus au nouveau grade. Au total, une quarantaine de lauréats, dont 8 officiers, parmi lesquels Cyril Atonfa Ngemo et Georges Etemé. Tu n'invites à plus d'ardeur au travail. On dit d'habitude chez nous que qui dit c'est bien fait, qui dit merci, en redemande. En réalité, le chef de l'État nous demande à faire en 2021 mieux qu'en 2020. Évidemment que le lien armée-nation est aujourd'hui plus vivant que jamais, il est aujourd'hui plus renforcé que jamais. L'armée sait qu'elle peut compter sur les populations et les populations viennent encore de nous montrer depuis 2 jours sur Tibati. Après une traversée de 2 ans dans le cadre du service des forces de défense, nous sommes très contents, nous sommes très heureux, très soulagés enfin de pouvoir porter ce galon et nous sommes déterminés à pouvoir devoir continuer dans l'exercice de notre métier au quotidien, qui est le métier des armes, qui est le métier des forces de défense. C'est dans l'enthousiasme que la communion entre le ministre de la Défense et les troupes s'est achevée par un défilé militaire. Le Cameroun est à nouveau sous la pression de la communauté internationale s'agissant de la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette fois-ci, c'est le Sénat américain qui vient d'adopter une loi et une série de résolutions interpellant à la fois le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes sur l'urgence de mettre un terme aux violences armées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Sénat américain est allé plus loin, demandant à l'administration américaine d'envisager des sanctions ciblées contre des membres du gouvernement et des leaders des groupes armés séparatistes responsables des exactions commises sur le théâtre de la crise anglophone. Le Sénat américain qui souhaite qu'il y ait une médiation internationale pour mettre fin à 4 ans de guerre fratricide. Les points saillants de ces résolutions sont évoqués dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Dans sa résolution 684, adoptée au premier jour de l'an 2021, le Congrès américain accuse la France de ne pas jouer franc jeu dans la recherche des solutions à la crise en cours au Cameroun anglophone. Ces parlementaires américains critiquent le choix de Paris à ne point soutenir une action internationale plus forte, à même d'endiguer les atrocités commises sur le terrain. En d'autres termes, pour les locataires du Capitole à Washington, l'Élysée refuse de peser de toute son influence diplomatique et militaire dans cette affaire, préférant protéger ses intérêts économiques et géostratégiques dans le pays. Au-delà de ce pic à chaud aux autorités françaises, les parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis condamnent avec force les exactions des groupes séparatistes armés et les abus des forces de sécurité gouvernementales sur les populations civiles des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'une même voix, ces élus du peuple américain demandent aux 2 belligérants de la crise de mettre immédiatement fin aux violences et violations des droits humains observées sur le terrain, comme le relèvent régulièrement les ONG Center for Human Rights and Democracy in Africa, le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale ou encore Human Rights Watch. Face donc à une situation sécuritaire
qui se détériore sans cesse dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Congrès américain, dans cette résolution de 15 pages, exhorte tous les groupes séparatistes armés, le régime de Yaoundé, la diplomatie américaine, la communauté internationale à prendre des mesures spécifiques urgentes pour enfin résoudre une crise qui a déjà fait en 4 ans plus de 3000 morts, 700 000 déplacés internes, 45 000 réfugiés au Nigeria voisin, 3 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire et un chiffre record de 855 000 enfants non scolarisés depuis 2016. Les nouvelles viennent de tomber, résultats provisoires qui viennent d'être rendus publics par l'Agence nationale électorale en Centrafrique. Pour le moment, Faustin Archange Touadéra est réélu avec un taux de 53,92%, suivi de Dologele Anissé Georges, 31%, et Martin Ziguele, 7%, selon les résultats provisoires rendus publics par l'Agence nationale électorale en Centrafrique, le président sortant qui est réélu dès le premier tour à la tête de la Centrafrique. Et au Niger, c'est un coup d'État, c'est une attaque terroriste, pour être plus précis, qui a fait de nombreux morts au Niger, alors que les populations s'apprêtent dans les toutes prochaines semaines à pouvoir choisir entre les deux candidats arrivés au second tour de l'élection présidentielle. Pendant ce temps, aux États-Unis, la presse américaine révèle comment Donald Trump, président sortant, a essayé de tricher dans un État afin d'obtenir des suffrages qu'il ne méritait pas pour passer devant Joe Biden. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. On compte au moins 100 morts dans des attaques perpétrées à l'ouest du Niger, dans la zone des 3 frontières, proche du Mali et du Burkina Faso. Les deux villages sont situés à environ 120 km de la capitale Niamey. Les autorités parlent de 2 colonnes de centaines de terroristes venus à moto. Ce raid serait une vengeance suite à la mort de 2 éclaireurs des groupes tués par les éléments d'autodéfense des villages attaqués. Une délégation officielle menée par le Premier ministre s'est rendue sur place afin de soutenir moralement les populations. Selon des sources, tous les greniers de vivres des 2 villages ont été incendiés par les djihadistes. Le président nigérien Mamadou Issoufou a présenté ses condoléances aux populations dans un tweet et il a qualifié ces attaques de lâches et barbares. Même si ces attaques ne sont pas pour l'instant revendiquées, les groupes armés qui sévissent dans le pays sont pointés du doigt. Aux États-Unis, à moins de 3 semaines de l'investiture de Joe Biden, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre dernier et semble bien décidé à tenter le tout pour le tout. Au cours d'un appel diffusé dimanche 3 janvier par le Washington Post, Donald Trump a demandé à un haut responsable de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans l'État de Géorgie. Il demande en effet de trouver 11 780 bulletins à son nom. La diffusion de cet enregistrement que la Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter a immédiatement suscité une onde de choc à Washington. Dans le rang des démocrates, l'on dénonce le mépris de Donald Trump pour la démocratie. Le collège électoral a déclaré le 14 décembre la victoire aux démocrates avec 306 grands électeurs contre 232 au président sortant. Un score qui doit être certifié mercredi au Congrès en vue de la prestation de serment du 46e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Et puis en Grande-Bretagne, la justice a rejeté la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Le principal argument de la justice britannique est la préservation de la santé mentale du fondateur de Wikileaks. L'Australien souffre de tendances suicidaires et d'une forme d'autisme. Les procureurs américains ont immédiatement indiqué leur intention de faire appel de cette décision, ce qui signifie qu'en attendant, Julian Assange reste en détention provisoire. Les États-Unis l'accusent d'avoir conspiré avec Chelsea Manning, ancienne analyste militaire de l'armée américaine, en vue de divulguer, à partir de 2010,
plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Les avis restent partagés sur Julian Assange. Ses partisans le décrivent comme un champion de la liberté de la presse et d'expression que de nombreux États voudraient faire taire, tandis que ses détracteurs le voient non pas comme un journaliste, mais comme un militant qui a fait le choix en 2016 d'aider la campagne de Donald Trump avec le soutien de la Russie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Pas de cérémonie de présentation des vœux au couple présidentiel cette année au Cameroun. Selon le cabinet civil, la présidence de la République, ces différentes cérémonies sont reprogrammées à une date ultérieure. Le cabinet civil invoque la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 pour justifier la déprogrammation de cet événement. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Barista Tamfou Richard, Albert Anatole Aïssi, Dr Tchemi et, il est là, Alain Djipou. Alain Djipou, vous êtes surpris par cette reprogrammation, comme c'est dit, dans la cérémonie de présentation de vœux? Ça vous surprend? Non, pas du tout. Dans un contexte de retour, de regain de vitalité de la propagation, on parle de la deuxième phase. Oui, de la deuxième vague de contamination. Justement, de la pandémie coronavirus. Je pense qu'il était de bon ton que la présidente de la République s'essaye à l'organisation d'un tel rituel républicain. Ce d'autant que, c'est vrai, les chiffres ne sont pas alarmants, au Cameroun tout au moins. On peut s'estimer heureux comparé à ce qu'on a vu aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Le Cameroun a été plutôt logé à une meilleure enseigne dans la prise en charge de la pandémie Covid-19. On a vu des efforts qui ont été faits, on a vu également l'appui magistral de la pharmacopée traditionnelle qui a été pour beaucoup dans la riposte, même si officiellement c'est une mauvaise foi criarde, on ne le reconnaît pas. Je suis de ceux qui ont pensé et qui continuent de croire que Monseigneur Cléda et sa trouvaille ont permis à beaucoup de Camerounais de recouvrer leur santé et tout le mérite, tout lui revient. Et donc, dans cette perspective, je n'étais pas du tout étonné, je ne suis pas étonné de savoir que le cabinet civil annonce une déprogrammation. Mais en fait, parlant de déprogrammation, il vaut mieux, puisque l'idée laisse transparaître que si la Covid est combattue, alors on pourra éventuellement organiser une telle cérémonie. Non, moi je ne veux même pas y croire. Il faut qu'on dise aux Camerounais que cette cérémonie n'aura pas lieu cette année. Aussi simple que ça. Il ne faut pas toujours jouer avec les mots pour prendre les Camerounais comme des nains qui ont une intelligence, un QI très bas. Mais c'est vous-même, Alain Djibou, qui avez commencé par dire que c'est par rapport à cette seconde phase, cette deuxième vague de contamination. C'est mobile, mais maintenant dans la manière de l'exprimer, on dit que c'est une déprogrammation. Moi, j'ai voulu entendre dire que c'est annulé. Il y a quand même une nuance entre annuler et renvoyer, reprogrammer ou bien renvoyer sur le Dieu. Dans le communiqué, on nous laisse entendre que ça pourrait se tenir si la pandémie est jugulée. Donc, il ne faut pas rêver. En tout cas, à mon âge, on ne rêve plus. Donc, moi, je pense que cette année, il n'y aura pas de présentation de vœux. Et c'est tant mieux parce que ça nous fait beaucoup d'économies. Je voudrais insister là-dessus avec votre permission. Vous savez très bien que depuis plusieurs années, les institutions de Bretton Woods, le FMI en l'occurrence,
martèle que l'État doit réviser, doit resserrer son train de vie. Vous savez très bien qu'une cérémonie de présentation de vœux, c'est à la présidence, c'est dans tous les ministères, ils sont 64 ou 65, c'est dans tous les services de gouverneur, c'est dans toutes les préfectures, même les services, les démembrements de l'État organisent des cérémonies de présentation de vœux. Imaginez ce que ça fait au budget. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de budget, généralement on voit le fonctionnement qui prend la part belle au détriment de l'investissement. Si on voulait véritablement que le pays se porte mieux, on aurait mis l'accent sur l'investissement et revoir un peu le mode de fonctionnement. Parce que le mode de fonctionnement prévoit donc des dépenses dispendieuses du genre cérémonie de présentation de vœux ou sur le plan des chiffres, on importe champagne, on importe des fleurs du Kenya, on importe ci, on importe ça, le saumon, tout ce que vous pouvez imaginer d'exotique, ça va à la présidence. On importe même des véhicules pour transporter de hautes personnalités. Donc bref, il y a des dépenses folles qui s'enchaînent au cours, n'est-ce pas, de ces 2 ou 3 jours de présentation de vœux. Donc vous dites bravo au Covid, c'est ça? Oui, oui. Le Covid est une opportunité pour le Cameroun. Les gens vont se ressaisir. Ok. Barrister Tamfou? Yes, I would like to point out that I don't know if you had the opportunity to read through the budget of 2021. You see the budget moved from what was destined in the previous budget was 58 million francs for manifestations and public ceremonies like this one. But curiously, when you look at the budget for 2021, you see that it has moved from 58 billion to 70 billions, meaning that there is an increase of like 12 billion francs, which was supposed to be used for this public ceremony. But what you question yourself is that, knowing that there was COVID-19 crisis, and you were voting the budget, putting in conjunction that that's the amount of money you will spend. When you now decide to cancel it, you should also come back and tell Cameroonians that, okay, as we are cancelling the budget that was allocated, though in increase, that money will be used for other things, because you not doing that, you are creating the doubt in the minds of the taxpayers. So they should be able to tell us that, okay, now that they have cancelled the manifestation, the New Year wishes that was supposed to be organized, the money will be used maybe for to circumvent dialysis issues or whatsoever. So I think that for instance. So that non, on parle de reprogrammer. On n'a pas dit que ça n'aura pas lieu. Ok. Donc, si l'argent qui est prévu pour ça, on va l'utiliser au moment où on dit reprogrammer. Ça souhaite que ça n'ait pas lieu. What I want is that it should be cancelled. We should take that. Yes. They should not be using. They should not be using what that Sinedi when. Oui. And when they say like that, we'll die, we'll remain in that abstention and then forget about it, and then tomorrow you hear that the money has been used for private pockets. So they should tell us exactly that it is not going to hold because there is COVID, which is normal, and that the money will be used for this and that. Ok. Docteur, Covid a encore frappé là. Oui, je dirais que bon, pour moi, il faut reprogrammer, pas qu'on arrête. Dans tous les pays du monde, on souhaite reprogrammer. Oui, on reprogramme, je suis d'accord. Mais il a dit quelque chose où je ne suis pas d'accord. Il dit la pharmacopée africaine a fait je ne sais pas quoi. Oui, la pharmacopée de chez nous, mais le gros problème, c'est que n'importe qui faisait du n'importe quoi. Il y a eu des gens qui ont eu des hémorragies digestives. Les gastro peuvent vous dire, parce que chacun faisait ses micmacs. C'est Fibagras, c'est ça? Oui, c'est Fibagras, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez pas? Quoi? Non, j'ai dit le micmac que les gens... Vous savez pas ce que c'est le Fibagras? Je ne sais pas ce que c'est. Chacun faisait des mélanges de poivre avec je ne sais pas quoi, des trucs. Il y a eu des gens qui ont eu des hémorragies digestives. Beaucoup de dégâts pour ça. Et d'autre part, bon, je n'ai rien contre la pharmacopée de Monseigneur Cléda. Je n'ai rien contre. Mais le seul problème, j'aurais aimé qu'il m'explique. Elle a démontré ses preuves. Oui, j'aurais aimé qu'il m'explique. Est-ce qu'il y a les effets secondaires de ce médicament? J'en sais rien. Quel est le mécanisme d'action? Ça agit à quel niveau? C'est comme ça s'élimine comment? Je ne sais pas. Il faudra qu'on explique ça. Parce que ça peut être une très bonne chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires à partir de là? Peut-être
certains peuvent développer un insuffisance rénale, comme vous le savez. J'en sais rien, je ne dis pas que c'est ça. Avec votre permission, la médecine moderne aussi, en termes de traitement, a toujours des revers. Oui, c'est des revers, mais on sait. Des effets secondaires. Il y a des effets secondaires, mais on sait. Quand on donne, par exemple, quand... c'est un mauvais procès que vous faites à mon Non, je n'ai pas fait un mauvais procès. Je dis, non, écoutons-nous bien. Quand je donne, je ne sais pas, de l'aspirine à quelqu'un, je prends l'aspirine, je sais que l'aspirine, ça traite, ça va calmer les douleurs, mais l'aspirine peut faire saigner. L'aspirine peut entraîner une hémorragie digestive. Je le sais en donnant. Donc, je suis prête à intervenir si ça fait ça. Quand je donne le Doliptan, le paracétamol, je sais que ça peut toucher le foie. Donc, en donnant, je tiens compte. Si j'ai une personne qui a un problème de foie, je ne vais pas lui donner le paracétamol. Et si la personne n'a même pas de problème de foie, si je lui donne le paracétamol, 2 jours après, il vient, il se plaint peut-être d'ictère, je peux dire, tiens, peut-être c'est mon paracétamol. Donc, il y a des effets secondaires pour tous les médicaments. Tous les médicaments sont poison. Mais la médecine moderne connaît ces effets secondaires-là. C'est comment on peut empêcher. Quand je donne la gentamicine à quelqu'un, je me dis que bon, ça peut le rendre sourd, par exemple. Ça peut lui bousiller les reins. Je le sais en donnant. Ça veut dire quoi? Que quand je donne, je m'apprête déjà. Que s'il y a telle chose, je vais intervenir comme ça. Vous voyez? Bon, j'ai rien encore une fois contre Monseigneur Cléda. Encore que lui, j'ai confiance en lui. Mais il y a eu beaucoup de charlatans aussi qui ont donné du n'importe quoi. Donc on ne peut pas dire que la pharmacopée africaine était... c'est des cas marginaux. Oui, il y a eu beaucoup de charlatans. Voilà, Albert Anatole, là, ici, 20 mai 2020, on n'a pas eu. Maintenant, cérémonie de vœux qui est reprogrammée, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a péril sur le 20 mai 2021? C'est reprogrammé, cela suppose que c'était à programmer. Non, je crois que c'était pas encore programmé, puisque les invitations n'étaient pas encore imprimées. De ce c'est sûr. Donc, si les invitations n'étaient pas encore imprimées, les invitations n'étaient pas encore imprimées du tout. Donc ça veut dire que ce n'était pas déjà programmé. Oui. Maintenant, d'une manière générale, qu'est-ce que ça nous apporte, la présentation des vœux? Rien du tout. Moi, je pense que dans un contexte, là, je parle en tant que citoyen. Là, parce que nous sommes dans un contexte... Comment vous dites que ça vous apporte quoi? C'est un rituel républicain, non? Non, c'est un rituel républicain, mais qui n'apporte rien. Qui n'apporte rien parce que... moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. Veuillez m'excuser. Déjà, tout à l'heure, Alain Dupont a souligné l'aspect dispendieux de cette affaire-là. Cette agence, ça peut servir à autre chose. C'est vrai qu'ils sont très, très ingénieux là-haut. Ça va toujours servir à autre chose, mais pas dans la construction peut-être, ou dans les investissements. Mais il faut que les Camerounais se mettent dans la perspective du travail. Parce qu'on fait beaucoup. On fait trop. Il y a trop de feux de bouche qui justement plombent quelquefois, n'est-ce pas, le budget de l'État. Vous organisez une conférence de presse, il y a le cocktail, il y a des enveloppes, il y a le fait de bouche. Vous organisez, n'est-ce pas, une réunion entre collaborateurs, il y a le cocktail, il y a tout ce que vous voulez. Donc je pense que dans un contexte justement de disette financière, s'il y a une possibilité de faire quelques économies, c'est pas mauvais à mon sens. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis très embêté que chaque fois qu'il faut construire un forage, quand c'est possible, on va à la Banque mondiale, on va au FMI, on va, n'est-ce pas, à l'Agence française de développement, on va à la locaux. Nous avons la possibilité de faire certaines choses sans toutefois nous endetter. Donc je crois que il faut justement revenir aux fondamentaux, à l'orthodoxie, n'est-ce pas, managériale, qui implique justement une gouvernance assez rigoureuse. C'est-à-dire qu'on peut se passer ces choses-là parce que c'est dispendieux. Ok. Voilà, on va parler d'un pays qui est un pays voisin, ils ont choisi la visioconférence pour cette cérémonie. Le Gabon. Oui, je pense qu'ils sont tout simplement up-to-date. Oui. Au lieu de faire des discours ou alors de tenir des propos qui ont des allures de circonlocution et qui ne renvoient pas à quelque chose d'assez précis, reprogrammé ou reprogrammation ultérieure, il vaut mieux utiliser la technologie pour parer à certaines situations difficiles. C'est ce que la présidence de la République gabonaise a pris comme mesure. Les corps constitués de l'État
et les autres corps de la diplomatie vont adresser des vœux par visioconférence au chef de l'État pour éviter, n'est-ce pas, des contacts physiques. Et nous sommes en plein dans la lutte contre la pandémie Covid-19 qui prescrit justement des mesures barrières. Bon, autre problème, je ne sais pas si chaque invité au Palais de l'Unité avec un masque aurait été suffisant pour que ça puisse se tenir, mais je ne pense pas qu'on aurait supporté autant de monde avec des masques. Donc pour moi, je reste sur ma position de départ. C'est une aubaine que le Cameroun doit saisir, que de ne pas organiser cette cérémonie. Ça va lui faire beaucoup d'économies. Et s'il faut, par l'alchimie de je ne sais quoi, faire comme le Gabon, c'est déjà un peu tard pour nous parce qu'on aurait dû aviser pour prendre des dispositions tout au moins techniques pour que cela se passe ainsi. Parce que je ne suis pas totalement sûr que tous les ministres qui sont là manipulent avec aisance l'outil technologique informatique. Ça, ce n'est que pour les ministres. Je ne veux pas aller chez les sénateurs, chez les députés, où on verra des vertes et des pas mûres. Donc moi, je pense que au lieu de vouloir soumettre ces personnalités de la République à des exercices qui vont les ridiculiser parce que c'est des analphabètes informatiques, il vaut mieux s'asseoir à l'organisation, aussi simple que ça. Voilà, qu'est-ce qui dérange Anatole dans tout ça? C'est le fait de serrer la main au président de la République. Oui, vous savez, chaque fois que vous entrez autant dans de personnes, non. Ce jour-là, c'est tout le monde qui salue le président de la République. Oui, mais sauf que ça va... Le président salue tout le monde. Non, il salue tout le monde, mais sauf que ça va faire des malheureux. Au premier rang, n'est-ce pas, des photographes qui habituellement ils font des gros business dans ce jour-là, pour la circonstance. Maintenant, chaque fois que vous entrez dans le bureau d'une personnalité... On peut imaginer cette cérémonie sans... que ceux-là serrent la main au président de la République. Est-ce qu'on peut imaginer? Non, c'est pas possible. Déjà. Comment c'est pas possible? Non, déjà, écoutez. Qu'est-ce qui dérange? C'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens. Le problème, c'est justement de serrer la main. Oui. Je dis donc, est-ce qu'on peut entrevoir cette cérémonie sans serrer la main au président de la République? Dans un cadre républicain, il faut un contact physique. Maintenant, tout à l'heure. Il faut absolument un contact physique avec le président. Attendez, je vous indiquais tantôt que dans les bureaux de certaines personnalités, quand vous entrez, vous voyez une grosse photo là, à travers laquelle il serre la main du chef de l'État. Pour lui, c'est un trophée. C'est vrai. Donc c'est important pour ces personnalités-là. C'est la main du chef de l'État, rentrer chez soi avec une photo, même si elle vous est vendue à 110 000 francs, comme c'est souvent le cas. Pour eux, c'est 110 000 francs. Si. Il y a des gens qui sont capables de vous vendre cette photo-là. Il y a les photographes qui les vendent 100 000 francs, hein, quelquefois. Donc, ça, pour eux, c'est important. 100 000 francs, ça ne représente rien pour le ministre des Finances. Non, bon, c'est le ministre des Finances. Donc, maintenant, vous avez justement des petits gens qui partent. Voilà, donc pour les petits gens, comme dit le docteur Tchemi, vous avez qui achètent ça à 25 000, 30 000, 40 000 francs. Donc, pour eux, c'est important. Mais en même temps, il faut également prendre en compte l'âge du président de la République, parce que être en contact avec tout le monde, ça va être quand même compliqué. Donc je pense que si absolument il faut sacrifier à ces rituels républicains, on peut utiliser la magie de la technologie, comme l'indiquait tantôt Alain Djipou, pour régler cette question-là. Parce que peut-être pourquoi on parle de reprogrammation, le temps de voir une autre éventualité pour ces vœux. Alain Djipou, on n'a pas dit qu'il n'y aura pas de cérémonie. Je crois que derrière... On dit reprogrammation. Je crois que dans cette entourloupe-là, il faut voir donc les manœuvres de prédation. Parce que des budgets sont prévus, il faut que vaille organiser cette affaire pour permettre à ceux qui veulent siphonner la fortune publique de faire leur sale boulot. Je crois que si une réflexion va dans ce sens, c'est aussi dans cet esprit qu'il faut comprendre l'entêtement de ces gens-là à vouloir organiser une telle cérémonie. Sincèrement, au moment où on est en pleine crise sanitaire, crise sécuritaire, qui nécessite des dépenses, on aurait dû dire chapeau au Covid et tourner la page. Monsieur Djipou, je vais vous dire. Alain Djipou, je vais vous dire, chaque ministère a ses budgets. Voilà. Chaque ministère a son budget. C'est pas parce que la présidente ne va pas faire ça qu'il prendra l'argent là pour donner au ministère de la Santé d'aller acheter le kit de dialyse. Non, je suis désolé. S'ils ne font pas leur argent, reste
dans leur poche, ils ne vont pas vous transférer. Parce que vous dites, comme ça, au lieu de faire ces dépenses, on prend cet argent pour... Docteur, avec votre permission, je vois mal comment la présidente de la République n'organise pas une représentation de vœux et qu'un ministère se permette de le faire. Moi, je vois ça très mal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, c'est quasiment impossible. Non, j'ai dit vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, qu'au lieu de faire les présentations, qu'on supprime carrément les présentations de vos présidents, et avec cet argent, qu'on achète les kits de dialyse. C'est ce que vous avez dit. Oui, par et je dis que chaque ministère a son budget. Le budget de la présidente, on ne doit pas sortir l'argent dessus pour aller dire que bon, comme on n'a pas présenté le vœu au président, on a gagné peut-être 2 millions. Ces 2 millions qu'on aurait dû dépenser, on va donner ça au ministère de la Santé. C'est avec ce résultat. Bon, moi, je dis, à défaut de renvoyer, on pouvait suivre l'exemple du Gabon. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas l'exemple du Gabon? Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Non, Barista, quand on dit reprogrammer, peut-être qu'il se donne le temps de voir ce qui peut aller pour... On n'a pas dit que c'est annulé, on dit que c'est reprogrammé. Peut-être qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de faire comme vous le dites là. Oui, mais c'est un peu lent. C'est lent? C'est lent parce que... Est-ce que tu sais que j'ai essayé le site du ministère de la Santé? Ça ne s'ouvre pas. Le ministère de la Santé n'a pas un site. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à cette hauteur. On a même vu comment est-ce que on a annulé des conférences, des conférences en vidéoconférence du chef de l'État avec les autres organisations comme l'Union africaine. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on n'est pas à cette hauteur-là. Il faut donc encore revoir ça. On ne maîtrise pas, voilà. On ne maîtrise pas, ou bien on n'en même pas. Merci. Il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangao, une minute, docteur. Sylvestre Hippolyte Zangao, bonsoir, au menu ce soir de 100% foot. Bonsoir Serge Alain et nos vœux les meilleurs à vous et à vos invités en plateau. C'est donc parti pour une série de 48 émissions de 100% foot durant cette année 2021. La première, c'est ce soir, c'est avec beaucoup d'honneur que nous allons dérouler le tapis rouge aux dames puisque nous avons 3 invités. Donc Choudjua Adiara qui est déjà en direct de la ville de Madrid en Espagne avec nous. La Lyon Indomptable vient de s'engager avec l'Atlético Madrid Femenino. C'est un contrat qu'elle vient de paraffer après de belles saisons passées en Norvège. Nous aurons également en plateau René Sylvie Kafui qui fait partie de la cuvée des Lions Indomptables de la CAN en 2002 au Nigeria. Pour la première fois, le Cameroun remportait la médaille de bronze en football féminin dans cette compétition. Elle est partie de la Suisse, porte un plateau ce soir en Suisse. Elle est entraîneur de football, seule femme entraîneur d'une équipe masculine de football en Suisse et c'est une Camerounaise que nous aurons l'occasion et l'honneur de recevoir sur le plateau 100% foot dans quelques instants. Et juste à ses côtés, Hermine Maï que l'on ne présente plus, une voix bien autorisée aujourd'hui dans le monde des consultantes en matière de sport et surtout de football. Nous parlerons principalement du CHAN dont le coup d'envoi sera donné dans 12 jours très exactement, Serge Alain. Ah, vous dites que l'entraîneur comment il s'appelle? René Sylvie Kafui. Ah, René Sylvie Kafui, elle est au Cameroun? Elle est au Cameroun, elle est partie de la Suisse, bien évidemment, pour nous faire l'honneur de participer à cette première édition de 100% foot. Je rappelle qu'elle est ancienne Lion Indomptable. Elle était en 2002 à la CAN au Nigeria avec l'équipe nationale de football féminin du Cameroun. Cette sélection avait terminé 3e. Elle a fait une reconversion depuis, elle est entraîneur de football en Suisse. C'est d'ailleurs la seule femme qui entraîne une équipe masculine en Suisse, bien évidemment. Elle est en plateau avec nous ce soir. Ok, dans un instant, donc, Sylvestre Hippolyte Zangao pour 100% foot, c'est cela, tout de suite après, et qu'il en soit. Voilà, on va sortir chacun 30 secondes pour soit les vœux, soit la cérémonie des vœux qui est reprogrammée, soit sur le problème de Bamenda. Rapidement, 30 secondes. Moi, je voudrais revenir justement sur la posture des sénateurs américains. Moi, je suis de ceux-là qui militent pour la non-ingérence. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Personne ne se met des affaires des États-Unis. Bien au contraire, lorsque c'est les autres qui servent de base arrière, n'est-ce pas, aux cellules terroristes qui attaquent les intérêts américains, comme ils ont la puissance de feu, ils s'invitent. Donc, nous avons justement certains acteurs, ce qui se passe du côté du Nozo, qui se battent sur leur sol. Et je pense que le gouvernement camerounais, depuis longtemps, a demandé, par les couloirs diplomatiques, que justement ces gens-là soient mis à disposition
n'est-ce pas, de la justice camerounaise, cela ne se fait pas. Il n'y a pas que, n'est-ce pas, les États-Unis. Donc, je n'aime pas la condescendance, je n'apprécie guère cette condescendance-là, qui voudrait que lorsqu'on a la puissance de feu, qu'on se mette à parler, on se met à s'occuper des problèmes des autres, parce que on ne prend comme le petit larbin du tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde il est important que nous ayons des attitudes décomplexées. Ok, ouais, voilà, merci à vous, docteur Djamil. D'abord, pour commencer, permettez-moi de souhaiter d'abord bonne et heureuse année à tous les panélistes. Oui. Bonne et heureuse année à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Surtout bonne et heureuse année à ma famille, à nos gouvernants. À nos gouvernants? Oui, à nos gouvernants, je leur souhaite bonne et heureuse année. Et à l'illustre président de la République. L'illustre président de la République. Vous avez oublié son épouse, hein? Et son épouse. Ah, ok. Oui, rapidement, Barista. Yes, my sympathy to all the patients, to all people who are suffering from kidney deficiency. I wish that the government should do all what it is best in its efforts to make that we have those apparatus as fast as possible, so that people will not have to travel extra miles or spend enormous money to be able to have treatment. So I call on the authorities of this country to have a humanitarian eye and look over those patients and react as fast as possible. Alain Djipou, rapidement. Docteur Chemine n'a plus besoin d'aller au palais de l'unité pour présenter les vœux. C'est fait à mon occasion. Je pense que pour revenir au cas de Bamenda, il faut que les têtes tombent. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinoxe Soir, la première, non, la deuxième de l'année, parce que nous étions là le premier. Bonsoir, Mvomeka.